Laurent. Laurent. Oui. Mais viens, merde. Comment ça va? Très bien. Énorme buzz la semaine dernière. Ah, énorme. Énorme. Quand Yann Moix a chié sur les flics, on a pris 200 000 auditeurs. Énorme. Mais on n'est pas encore au million, donc je vais essayer de te filer un petit coup de main. Dans le même esprit que Yann, je voudrais dire que les profs sont tous des feignants qui ne pensent qu'aux vacances. C'est scandaleux. Les infirmières sont jamais là quand on les appelle. Oui. Jamais. On peut appeler. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Les employés de mairie sont des branleurs. Des vrais branleurs qui peuvent passer 30 ans sans rien foutre. Et les éboueurs sont des ordures. Si on fait pas le million avec ça, je vais être pendu par les couilles. Go down. Salut les Italiens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est en compagnie de mon ami Laurent Baffy. Et tout de suite, j'accueille Yann Moix. Ça va, Yann? Très bien, Très bien. Alors, vous avez fait la une des news cette semaine en répétant finalement le titre du livre de mes invités, Frédéric Ploquin, journaliste, et Maggie Biskupski, policière. Le bouquin s'appelle « La peur a changé de camp ». Et vous l'avez dit d'une façon un tout petit peu plus grossière. Je l'ai traduit en argot, mais peut-être eût-il fallu que je m'exprimasse avec plus de soin. C'est sûr. L'imparfait du subjonctif. Ça sent la garde à vue. Non, ce que j'aurais dû dire, ce que juste dû dire la semaine dernière, c'est que la police est un phénomène ou un monstre bicéphale et schizophrène. D'un côté, les conditions de travail, et on le sait tous, peut-être qu'il fallait rappeler ce postulat, sont épouvantables. Il manque de moyens, il manque de soutien, il manque d'appui et il manque parfois de paroles politiques fermes et claires. Donc d'un côté, ils sont pris dans ce piège-là. Et il y a un autre piège dans lequel ils sont pris, c'est celui de certaines violences policières auxquelles j'ai été moi-même témoin et confronté. Et peut-être que j'ai voulu ce jour-là exprimer par la colère une impuissance pour un message que je n'arrive pas à faire passer depuis des mois et des mois, qui est que j'ai vu de mes yeux vus, indépendamment de tous les bons flics de France, et ils sont nombreux, les tabassages et les gazages que j'ai vu faire subir à des jeunes migrants. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est un traumatisme qui est resté prégnant chez moi, et ça a peut-être déformé ma grille de lecture de la réalité générale. Non mais je suis officier... Un gilet pare-balles pour moi, c'est un gilet pare-balles. Je suis officier de l'armée française et j'ai été officier de gendarmerie de réserve. Donc, ce serait un peu caricatural que de me réduire à de l'antifliquisme. Je ne suis pas Daniel Cohn-Bendit et nous ne sommes pas en 1968. Non, très bien, c'est très clair. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. C'est l'heure des Moix d'or. Alors, le premier, c'est pour Claude Chop, donc le tableau de Courbet, en fait. L'origine du monde. C'est une question très grave. Ça a l'air toute bête. On a retrouvé le visage de la femme qui était à l'origine du monde. C'est-à-dire que finalement, un tableau qui représentait universellement toutes les femmes est devenu une seule. Oui, c'est vrai. Si vous voulez l'équivalent, je vais vous donner une image que tous les téléspectateurs vont comprendre. Imaginez qu'on fasse la même chose avec la Joconde. C'est-à-dire qu'on montre le pubis de la Joconde. C'est l'inverse. C'est le processus inverse. Tout le monde serait choqué. Là, qu'on montre le visage d'un pubis, c'est aussi choquant. C'est comme si on montrait le visage de Dieu. Et surtout, on vit dans une société, j'ai lu une phrase qui m'a révulsé, je vais vous la citer. L'un des plus grands mystères du monde des arts est sans doute résolu. On vit dans une société postmoderne dont l'obsession est de résoudre des mystères. Ce qu'on aime dans Dieu, dans la religion, dans l'art, c'est précisément que ça veut dévoiler une vérité. Donc l'art est là pour dévoiler une vérité, mais il faut que l'art reste voilé. La vérité ne doit pas dévoiler l'art. Et pour conclure, je dirais que, d'une certaine manière, c'est comme si on souhaitait prolonger une toile de Renoir où on voit un ciel bleu par une obscène photo de Yann Arthus Bertrand. Très bien, bravo.
C'est un peu comme si on dévoilait l'identité du soldat inconnu aussi. Voilà, exactement. C'est pas si con ce que je viens de dire. Alors le deuxième, c'est pour Google. Google fête ses 20 ans. Et je donnerai le Wax d'or du totalitarisme soft à Google. Ouais. Ça fait 20 ans que finalement, nous sommes privés d'une certaine manière de notre liberté. Une poignée d'individus, quelques copains, façonnent l'intelligence humaine, formatent les consciences mondiales en nous présentant des interfaces desquelles nous sommes prisonniers. Nous allons de choix préétablis en choix préétablis en nous faisant accroire à nous-mêmes que nous sommes libres, et finalement nous sommes exactement semblables au Minotaure qui était dans le labyrinthe demandé par Minos et fabriqué par Dédale. Minos, c'est le marché, c'est le profit, et Dédale, c'est Google. Et nous sommes prisonniers de quelque chose, c'est de cette prison qu'est devenue le temps. Google nous arrache du temps de vie, nous arrache du temps de vécu et nous arrache du temps humain. Tout le temps que nous passons sur ces interfaces, qui nous font aller de branche en branche, est finalement déduit de notre existence. C'est déduit de notre passage sur Terre. Et nous sommes là, pris dans un étau, où finalement le temps n'existe plus, s'abolit et nous passe entre les mains sans avoir été vécu. Moi. Tu suis là? Oui, mais il n'y a pas que des mythes chronophages. Oui. Car le grand Midas peut changer ton pot en 30 minutes. Donc, Mais là, c'était Minos. ah ben. Troisième Wax d'or, Benalla, roi du selfie. Alors, l'histoire de Benalla me fascine. Admettons que Benalla n'ait rien fait de mal. On ne peut pas dire non plus qu'il ait fait quelque chose de bien. Vous êtes Ouais, d'accord? oui. Donc, oublions Benalla 5 minutes. Ça veut dire que le selfie ignore la notion de bien et de mal. C'est-à-dire que on serait en 1930, des gens voudraient faire... On serait même en 1945, des gens voudraient faire des selfies avec Hitler, tout comme on pourrait faire des selfies avec Gandhi. Dans la même journée, à Rome, des gens voudront faire un selfie avec le pape et avec Rocco Siffredi. Ouais. Dans la même journée. Et le selfie a ceci de particulier, donc il abolit le bien et le mal, mais il a une autre particularité. On accepte, du moment qu'il soit connu, Ouais. la proximité avec n'importe qui. C'est Mais vrai. ça va dans l'autre sens. La star qui est pris en otage du selfie, lui aussi, il pose avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire il peut lui-même poser avec un serial killer, avec un violeur ou un assassin d'enfants, sans problème. Et donc là, il y a un truc bijectif qui donne le vertige. Et je rajouterai quand même une chose, c'est que la véritable star, c'est pas la célébrité. Dans le selfie, du point de vue géographique, celui qui fait le selfie, il est devant la célébrité. Oui. Et donc, en fait, la célébrité devient le décor C'est de l'ego. vrai, c'est juste. Et on vit dans une société qui n'est plus athée, on n'est plus dans l'athéisme, on n'est plus dans l'égothéisme, on est dans l'autothéisme. Chacun est son propre Dieu et il croit à lui-même toute la journée. Et la réalité est son décor, y compris quand la réalité est la plus grande célébrité mondiale. C'est bon, bravo. Ah, le dernier, c'est Macron, champion de la Terre. Alors, Macron a dit « Make our planet great again ». Faites en sorte que notre planète redevienne grande. Et il a été élu pour cela champion du monde de l'environnement. Il a reçu un titre officiel qui lui vaut maintenant toutes les médailles du monde. Alors, je dirais que c'est exactement la même chose que s'il avait eu la médaille de la Croix-Rouge pour son action envers les migrants, par exemple. S'il avait le prix de l'éloquence pour son histoire de traversage de rue. Ou s'il avait la médaille de la résistance parce qu'il a dit qu'ils viennent me chercher. C'est à peu près de ce niveau-là. Dans un pays où on a interdit l'interdiction du glyphosate, dans un pays où le seul type crédible, Nicolas Hulot, a quand même démissionné parce qu'on ne fait rien pour la planète, et dans un pays où on a augmenté la consommation d'énergie fossile de 4% en un an. Et malgré tout, il est champion. Alors en fait, ce qu'on pourrait dire de Macron, c'est qu'il est surtout le Séguéla de l'environnement. Il a eu une formule géniale, comme Séguéla avait inventé par exemple la force tranquille en 1988. C'est le champion du slogan, de la formule et de la formulation, et non pas de l'environnement. Et je vais vous dire, si Macron avait dit tiens, et si eux étaient légèrement différents de MC2, il aurait le prix Nobel de physique. Bravo! Les mois d'or, on se retrouve ici la semaine prochaine. Et maintenant, c'est l'heure du débat de la semaine, c'est la battle. Alors la battle, le débat au débit avec ce soir Eugénie Bastier, Raphaël Rémy Leleu et Constance.
Eugénie Bastier, bonsoir. Alors, vous êtes journaliste, essayiste, et vous publiez aux éditions du Cerf Le Porc émissaire. Bienvenue parmi nous. Raphaël Rémy-Leleu, bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Oser les féministes et vous publiez Beyoncé est-elle féministe chez First. Bienvenue parmi nous. Et Constance, bonsoir. Vous êtes comédienne, vous êtes humoriste, chroniqueuse dans l'émission Par Jupiter sur France Inter et sur la scène du théâtre des Deux Ânes avec votre nouveau spectacle intitulé Pot pourri à partir du 9 octobre. Bienvenue parmi nous. Merci. Battle de ce soir, un an après MeToo, révolution féministe ou chasse à l'homme occidentale. Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. À la suite de l'affaire Weinstein, dimanche 15 octobre 2017, à 16h21, l'actrice Alyssa Milano publiait le tweet qui allait lancer le mouvement MeToo. Si vous aussi, vous avez été harcelé ou agressé, envoyez MeToo en réponse à ce tweet. Son appel est repris 500 000 fois sur Twitter en seulement 24 heures et le slogan MeToo est adopté par 5 millions de personnes sur Facebook. Un an plus tard, la déflagration initiale a produit une onde de choc qui touche le monde entier. Et dorénavant, je crois que c'est clair pour tout le monde. Les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Et par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles? Comme tous les grands mouvements progressistes qui veulent changer le monde, MeToo voudrait diviser l'humanité en deux. Sous la Révolution, on opposait la noblesse aux tiers-états. Sous le Front populaire, on opposait les riches et les pauvres. En mai 68, on opposait les jeunes aux vieux. Eh bien, MeToo a décidé d'opposer les hommes et les femmes. La distribution des rôles est limpide. D'un côté, les femmes, innocentes victimes de la violence masculine. Et de l'autre, les hommes, qui sont mis au banc des accusés. Aux États-Unis, ça ne rigole pas. Des stars sont déchues, des PDG ont démissionné, et cette semaine, c'est carrément le candidat de Trump à la Cour suprême qui est mis en cause. I've never sexually assaulted anyone. En France, la campagne a adopté un slogan beaucoup plus violent. Balance ton porc, ouais, Mareuse, balance ton porc. Puisque Balance ton porc sonnait comme un appel à la délation et à la vengeance. Balance ton porc. Sauf que dans les faits, la plupart des hommes accusés publiquement, comme Darmanin, Hulot ou Depardieu, ont surmonté l'épreuve. En France, le puritanisme anglo-saxon passe moins bien. Notre plus grande actrice, Oui, je suis Catherine Deneuve. a d'ailleurs signé une pétition pour défendre le droit des hommes à importuner les femmes pour les séduire. Réfléchissez. Pauvre Catherine, elle n'a pas l'air au courant que la loi a changé. La semaine dernière, un gars complètement bourré a mis une main aux fesses à une jeune femme en la traitant de grosse pute. Eh bien, pour la première fois en France, il a été condamné à 300 € d'amende pour outrage sexiste. Et oui, les hommes vont désormais devoir être un peu plus subtils pour draguer les femmes. Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bravo Blacko, bravo Julien, voilà. Alors Eugénie, vous dites que le mot d'ordre MeToo invitait les victimes à se délivrer, alors que Balance ton porc, finalement, est une invitation à la délation publique. Oui, c'est pour ça que mon livre n'est pas un livre anti-MeToo, c'est plutôt un livre anti-Balance ton porc. Et ce qui m'a gênée dans ce mouvement, ce n'est pas la libération de la parole des femmes, qui me semble une bonne chose, mais c'est la question de substituer cette libération de la parole à l'état de droit et finalement au procès en bonne et due forme. Ce qu'a montré MeToo, c'est qu'on avait un système judiciaire qui en effet était inefficace, puisqu'en effet beaucoup de femmes n'osaient pas porter plainte, ou quand elles portaient plainte, leur agresseur n'était pas condamné. La question c'est, est-ce que parce que ce système est inefficace, on doit le remplacer par un tribunal public, par le lynchage et par finalement le name and shame? Il y avait quelque chose presque de cathartique dans l'utilisation de ce hashtag. Déjà, il y avait balance, c'est-à-dire l'injonction à la délation, ton porc, c'est-à-dire sous-entendu toute femme a un porc en réserve à balancer, et porc, vraiment qui est l'animal méprisé dans deux monothéismes et qui est vraiment l'animal affreux par excellence. Et donc il y a presque une dimension religieuse dans ce mot d'ordre. Alors, concernant Balance ton porc, vous parlez de torrent victimaire, un déluge charriant les bons sentiments et les règlements de compte. Oui. En fait, je trouve que ce mouvement a tout emporté, a tout mis dans le même sac, de la remarque sexiste dans l'ascenseur à la main sur les fesses jusqu'au viol et jusqu'au crime.
on met tout dans le même sac, alors que moi, je suis pour la hiérarchisation des souffrances. Et je trouve qu'à tout mettre dans le même panier, au nom de lutter contre une prétendue culture du viol, qui, je pense, est une construction, est un fantasme, je trouve que c'est dangereux parce qu'on donne le sentiment, l'idée que l'Occident ce serait un enfer pour les femmes, oui. Alors que je suis désolée, ce n'est pas pour rien que MeToo, justement, a surgi en Occident, c'est parce que les femmes sont déjà libres, qu'elles peuvent prendre la parole pour dénoncer leurs agresseurs. Arabie Saoudite, oui. Alors vous dites, on nous dit toujours, il ne faut pas essentialiser. Il ne faut pas essentialiser les musulmans, par exemple, les musulmans. Mais en fait, on essentialise les hommes. C'est une espèce d'entité diabolisée, quoi. Oui, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que les mêmes qui disent pas d'amalgame lorsqu'on parle, par exemple, des minorités ou des personnes issues de l'immigration, là, se sont permis de faire des amalgames absolument vraiment honteux. On a vu des féministes dire, par exemple, que 1 voire 2 hommes sur 3 étaient des agresseurs. Et on a l'impression qu'on essentialise l'homme, justement. Ouais. Et un deuxième paradoxe, c'est que, en fait, on nous répète à longueur de journée qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, que les hommes et les femmes, c'est la même chose, mais pourtant, bizarrement, il n'y a que des porcs. Il n'y a pas de truie, par exemple, il n'y a pas eu de hashtag balance ta truie. Alors, vous dites, la libération du désir a tué le désir. On est passé de jouir sans entrave à la chasse à l'agresseur. C'est-à-dire que mai 68, en fait, a été rattrapé par le politiquement correct venu des États-Unis. Oui. C'est ce que dit très bien Jean-Claude Michéa. Il dit quand la tyrannie du politiquement correct se retourne contre la tyrannie du plaisir, on assiste au spectacle étrange de mai 68 portant plainte contre mai 68. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'on est dans un système complètement paradoxal, c'est-à-dire à la fois dans une société qui ne parle que de sexualité à longueur de journée, qui exhibe la sexualité, qui a l'injonction, la jouissance partout, très jeune, et en même temps une société qui punit, qui contrôle, qui surveille le désir en permanence. Alors Raphaël, vous publiez avec Margot Collet chez First, Beyoncé est-elle féministe? Alors pourquoi Beyoncé? Parce qu'en 2014, au MTV Video Music Awards, elle avait écrit féministe en gros derrière elle. Alors la morale du livre, donc, c'est le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours, qui est une phrase de la grande Benoît Groult. Vous réagissez comment aux propos et au livre de Génie Bastier? Une opposition sur presque tous les points, mais on le sait. On sait qu'on a des idéologies, pour le coup, différentes, des manières d'analyser la société totalement différentes. Il y a peut-être un point sur lequel je vous rejoins, c'est l'essentialisation et l'animalisation, où en effet, le balance ton porc, le féminisme n'était pas à l'origine du hashtag, et on trouve qu'au contraire, le mouvement est un mouvement de libération de l'écoute de la parole des femmes. Et sur le paradoxe que vous évoquez sur notre revendication en tant que féministe à l'égalité, notre analyse qu'il n'y a pas de différence essentielle entre les femmes et les hommes, et ce paradoxe d'aujourd'hui d'avoir des femmes victimes de violences masculines, c'est le paradoxe de la réalité, de ce que nous on appelle le patriarcat, de siècles de construction sociale, où on nous a appris en tant que filles et garçons, en tant que femmes et hommes, à nous comporter différemment. Et c'est bien cela qui crée les violences et qu'on essaye aujourd'hui de remettre en cause. Moi, je crois que le patriarcat n'existe plus, que la domination masculine a été déconstruite. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que le patriarcat? Il reposait sur l'institutionnalisation de l'autorité masculine, qui n'existe plus dans le droit, et sur la maîtrise de la fécondité des femmes, qui n'existe plus, puisque les femmes ont la maîtrise de leur fécondité. Donc ce patriarcat institutionnel, il n'existe plus. En tout cas, l'institutionnalisation de la domination masculine, elle n'existe plus. Elle n'a jamais existé, en tout cas jamais vraiment dans les textes. Par exemple, ça a toujours été une institutionnalisation. Si, dans le code civil napoléonien, si. En faux, mais la plupart du temps, c'était par exemple parce qu'on pense l'universel comme quelque chose de masculin. On est quand même sur une méthode de partage du pouvoir qui soit symbolique, sociale, économique, qui se fait à l'avantage des hommes. C'est ça que nous sommes en train de remettre en cause. Et finalement, on reconstruit une société qui implique ces deux moitiés. Bien, alors Constance, le 28 août, vous faites une chronique sur France Inter sur le thème des seins. Une chronique que vous finissez topless. Alors, le thème de la chronique, c'était la journée mondiale du topless. Voilà. Et j'ai pas juste montré mes seins pour montrer mes seins, c'était un geste pour allier le fond à la forme. Ça a fait tout un foin parce que j'ai commencé à me faire insulter, on m'a dit que j'étais une grosse salope, tout ça, des trucs, des trucs assez terribles. Et ça m'a hyper étonnée. Donc, parce que moi, je pensais faire chier quelques vieux cons, mais je pensais pas qu'il restait autant de gens hyper coincés comme ça, qui allaient se sentir agressés par de tétons. Parce que quand même, oui, après tout, sur la plage, sur la plage, les femmes sont en culotte tous les étés. Voilà. Quoi, c'était revendiquer la liberté de son corps, voilà, de vouloir dire, si j'ai envie de me mettre nue, de montrer ma poitrine et on va regarder vos seins. Magnéto, Serge.
Faut leur faire la nique à tous ces puritains moralisateurs qui nous disent qu'on est pervers avec notre peau, qu'on aère, alors que eux, ils ont juste un problème avec leur zizi. Venez, on n'a qu'à monter une affaire plantureuse. On va combattre les extrémistes et les réacs à grand coup de volupté. C'est la rentrée. On pourrait les... Pourquoi personne ne l'écoute? Vous avez raison. Si, on t'écoute. Les topless. Constance topless. Moi, j'ai une idée. On pourrait piéger tous les réacs et en fait, on aurait une technique, on les ferait glisser avec notre mouillette et une fois à terre, on les étoufferait avec nos loches et comme ça, on dirait qu'ils auraient été tués par des gros bonnets. Moi, j'adore. C'est très sympa. Non, c'est bien. Ce que je trouve choquant quand on fait ce genre de séquence, le minimum pour les spectateurs, c'est d'apprendre son texte par cœur et de ne pas avoir les fiches devant les nichons, quoi. Il y a quand même un respect pour le voyeurisme. Yann. Alors, j'ai l'impression que parfois on confond dans ce débat la symétrie et l'égalité. Ouais. Il n'y a pas de symétrie entre les hommes et les femmes. En revanche, l'égalité est tout à fait possible. On a tous une sexualité et écouler cette sexualité dans la rue, dans la vie, dans les jours, c'est la chose la plus difficile au monde. Et moi, je pense que depuis des milliers d'années, des centaines d'années, les hommes ont écoulé leur sexualité au détriment des femmes. Et là, on a une chance historique, c'est que ça n'est plus jamais lieu. S'il faut en passer par une phase d'exagération, ça ne me dérange pas. Et c'est d'ailleurs parce que l'égalité entre les hommes et les femmes est à deux doigts de se faire enfin qu'il y a ce dernier bastion qui se met à craquer et qui parfois peut avoir des travers. Pas des travers de porc, des travers tout court. Et peut-être que c'est sain, de manière provisoire, que cette exagération ait lieu. Et je rajouterai d'ailleurs que les hommes sentent que ça commence à craquer parce que le seul domaine où leur sexualité fantasmée, celle en fait qui assujettit les femmes, continue à dominer, ce sont sur les sites pornographiques qui explosent. Et c'est parce qu'ils sont en train de perdre ce combat enfin que la pornographie a pris des proportions qu'elle n'avait jamais prises jusqu'à maintenant. Je serai de ce point de vue-là à 100% du côté des femmes, justement pour avoir la chance historique de les découvrir enfin. Je vous ai vu prendre des notes pendant qu'il parlait, là. Non, mais je crois que, justement, sur la pornographie, c'est intéressant parce qu'en effet, aujourd'hui, la pornographie explose et je trouve qu'on fait très peu, les pouvoirs publics font très peu pour lutter contre ce fléau, notamment auprès des plus jeunes, parce qu'en effet, on n'avait pas raconté qu'il y a de la pornographie féministe, ça n'existe pas. 90% des contenus sont des contenus humiliants pour les femmes et qui, en effet, poussent certains jeunes gens à avoir des recours à des pratiques humiliantes pour les jeunes femmes. Il y a très peu de choses sont faites contre la pornographie et ça, il faut le dire, s'il y a une porcherie quelque part, c'est bien là. Oui, mais elle exprime le deuil de ce qu'on ne peut plus faire dans la réalité. Je suis pas sûre, elle exprime. Moi, je pense justement. Ouais. Non, moi, je crois le contraire. C'est parce qu'on a. Elle n'a pas de vertu d'enseignement parce qu'elle est réductrice pour les femmes et les gamins qui regardent ça pensent que c'est la norme. On voit, bien c'est ce que je dis, on voit sur les sites pornographiques l'idéal masculin qui est en train de craquer. Et on voit ce qu'on est en train de perdre, heureusement qu'on le perd. On voit l'idéalisation horrible que fait l'homme de la femme, c'est-à-dire par assujettissement. Sur les sites pornographiques qui explosent parce que dans la réalité, ils ne peuvent plus le faire. Moi, je préfère que ce soit médiatisé par des représentations culturelles qui soient belles, artistiques, dans la réalité, plutôt que par le porno. Et quand on déconstruit justement toute la culture en disant, de toute façon, la galanterie, c'est une forme de sexisme, les Carmen de Bizet, c'est une forme de sexisme. Quand on déconstruit tout... Il y a même un mec qui a changé la qu'est-ce qui se retrouve On se retrouve avec quoi? On se retrouve avec la pornographie, la sous-culture populaire de rap. Et c'est une réaction en fait que les femmes font enfin rentrer dans la culture, oui, enfin rentrer dans l'histoire et dans la culture. Et les mâles. Mais sauf que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne lisent plus la littérature, ils ne lisent plus Marivaux, ils ne lisent plus Bizet, ils écoutent des chanteurs de rap qui chantent grosse pute, et ils regardent du porno. Et je suis pas sûre que ce soit meilleur dans la vision que ça véhicule de la femme. C'est important parce que vous avez laissé sous-entendre quelque chose, et je veux être très claire à ce sujet-là. Vous avez dit me dites pas qu'il y a du porno féministe. Oui. Je ne crois pas qu'il y ait du porno féministe. Il y en a très peu. Je ne pense pas qu'il y ait du porno féministe. Et donc, on voit très bien à quoi sert le porno. On voit très bien les tendances, en effet, à la domination, à la violence. Aujourd'hui, il y a des développements de porno extrêmes qui sont en réalité de la pédocriminalité d'une part et de la torture d'autre part. Et donc, il faut en effet... Très facilement accessible, en plus. C'est très facilement accessible, c'est très dangereux. Ça participe aussi d'une construction culturelle. La plupart des femmes japonaises qui jouent dans ces films disent qu'elles n'ont pas eu le choix, etc. C'est la maltraitance. Par ailleurs, derrière la caméra,
et c'est devant ce que la je dis, caméra, il pareil. faut rappeler qu'il y a de véritables personnes, non pas des actrices, mais des femmes qui, je pense, sont souvent violées sur ce type de plateau. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore intégré dans ce qu'est la culture du viol. Yann, Ce mouvement a quand même libéré une certaine parole. Et là où vous vous trompez peut-être, c'est que moi-même, je suis surpris de voir à quel point des amis, des vieilles amies, des jeunes amis me disent tout d'un coup ce qu'elles ont subi dans leur enfance. Et je peux vous dire que je ne savais pas que c'était à ce point-là. Tout d'un coup, la mer se retire et on voit que sous l'eau, il y avait des pneus crevés et des rats morts. Constance, votre geste à France Inter, c'était quoi? C'était un geste féministe ou... Moi, j'arrive pas à dire que je suis féministe parce que j'ai pas envie d'appartenir, d'être enfermée voilà, dans un clan. Mais en même temps, Non, mais je trouve qu'on veut toujours que les choses soient noires, soient blanches. Alors que ça dépend de son histoire, ça dépend des gens, ça dépend de l'éducation, ça dépend de la culture, ça dépend de là où on a grandi. Est-ce que c'était un acte militant? Moi, je suis humoriste. Moi, je suis pas militante. Donc, quand j'ai fait ce geste-là, c'était avant tout pour faire rire. Ça fait rire des gens ou ça fait pas rire des gens. Mais ce qui a été gênant pour moi, c'est que je me dis, on voit des nanas à poil en permanence, ça pose pas de problème. Et de dire, c'est mon corps, je suis libre et je vous emmerde. Et ben là, je me fais insulter, je me prends un tourbillon de merde sur la gueule sur les réseaux sociaux. Et ça me dérange, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que ça évolue. Il y a des lois maintenant. Évitez les gros mots sur ce plateau. J'en ai rien à branler. Laurent, tu voulais dire quelque chose? Oui, je trouve ce débat passionnant. Vraiment passionnant. Le seul truc que je comprends pas, c'est quel est l'intérêt de donner la parole aux femmes, en fait. Moi, si j'étais homme, je serais capitaine. Voilà, Eugénie Bastier, merci d'avoir été avec nous. Raphaël Rémy Leleu, merci d'avoir été avec nous. Constance, merci d'avoir été avec nous. Yann, à la semaine prochaine. Salut. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du samedi, re-bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est. Laurent Baffie est toujours là et j'accueille Michel Blanc, Noémie Lenoir et William Lebguil. Et voilà, Michel Blanc, Noémie Lenoir, William Legris, un vrai casting Benetton. Ah, c'est Lebguil, pardon, c'est Lebguil. Ça va, Michel? Eh bien, oui. Ça fait 16 ans qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, c'était en 2002. Votre dernier film comme réalisateur, Embrassez qui vous voudrez. Et aujourd'hui, Voyez comment on danse, donc qui est la fausse suite du précédent que vous venez de réaliser. Alors, à l'époque, vous étiez extrêmement angoissé. Est-ce que ça va mieux? Oh bah non, ça c'est dans les gènes. Ah ouais. Ça m'étonnerait que je meure tranquille. Hein. Ouais. Et rassure-moi, tu vas mourir. Ah bah oui. Vous n'avez pas pris de médicaments, là? Non. Non. Ben non, j'ai confiance. Ouais. Vous êtes toujours un peu hypochondriaque, quand Oui, même? oui. Toujours. Oui. C'est quoi, Michel, votre maladie préférée? Ah bah non, moi je varie un peu tout, hein. Ouais. Ah bah oui, parce que sinon... Ah non, ma vie serait très ennuyeuse. Ouais, d'accord. Et votre médicament préféré, celui que vous préférez prendre, c'est quoi? Oh, non, tout me va. Ouais. Le Viagra, quand même. Même les... tout me va. Non, même les génériques. J'ai pas la phobie. J'ai pas celle-là en plus, quoi. Oui, voilà. Michel Blanc. Michel, toi et moi, on est si bien ensemble. Oh, Michel. Ça va, William? Oui. Alors, j'ai appris que vos parents vous ont appelé William parce qu'ils étaient fans de William Lémergie. Ah, alors pas du tout, non. Ça m'étonnait Mais aussi. ça aurait été pas mal. Mais je me disais, c'est bizarre, mais bon. Je précise quand même à nos amis téléspectateurs que c'est William Lebguil et pas William Legbill. Oui, maintenant, vous êtes assez célèbre pour que les gens arrivent à prononcer votre nom. Quand même. Oui, tout non, à mais fait. il serait temps. Non, mais quand même, ça a hein. toujours été très difficile. Très difficile. Il l'appelle Big Deal dans la rue, les gens. C'est marrant comme nom, Lebguil, parce que ça fait un peu chiffrer des lettres, quoi. Le tirage compliqué avec que des consonnes. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes passé, en fait, de on connaît sa tête, mais on ne sait jamais comment il s'appelle, à on connaît son nom, mais on ne sait pas comment l'écrire. C'est déjà pas mal. Et vous êtes populaire chez les adolescents. Vous êtes plus populaire chez les adolescents
que la masturbation et, Ah bon, et dormir jusqu'à midi. Non, non, mais sérieux, hein. Vraiment la star Et pourtant, des ados. il y a des points communs. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, les ados ont donné votre nom en hommage à une barrette de shit. Ah, c'est vrai? Ah ouais, la Lec Bill, ouais. C'est bien servi. Je pense, et je dis ça en présence de Michel Blanc, que vous êtes le Jean-Claude Duss du 21e siècle. Ah bah, ça me fait vraiment Ça plaisir. vous va? Ouais, ouais, Le grave. mec qui vient d'apprendre qu'il va jamais baiser, il est content. On m'appelle C'est pour vous. l'innocent du village. Comme un agnelet, je mène la vie d'un sage. Alors Noémie, vous Thierry. êtes toujours aussi jolie, mais comment Merci. vous faites? Vous avez vendu votre âme au diable, je suis sûr, non? Non, mon âme à Dieu. Adieu. Non, mais en fait, c'est génétique. Ah ouais. Ma mère, elle a 64 ans, ça se voit pas du tout. Alors vous êtes ici ce soir pour la suite de Aladdin, qui s'appelle Aladdin 2. Alors vous, Michel et William, vous étiez dans le 1, pas dans le 2. Est-ce que sur le tournage du 2, les gens regrettaient l'absence de Michel et de William? Ou alors ils s'en foutaient complètement? Aussi, et de Jean-Paul aussi. Mais il y en aura un troisième, je pense. Alors, vous adorez les suites, en fait. Vous avez joué dans Astérix et Obélix 2, Rush Hour 3, Le Transporteur 4. C'est vrai. En fait, je fais toujours les suites, quoi. Mais c'est bien. Ouais. Bah, vous avez fait 15 millions d'entrées au cinéma jusqu'à maintenant, quand même. Hein. Ah, c'est cool de calculer comme ça. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Bonsoir, Alex. Et on commence par l'événement de la semaine. Mon orchestre s'est agrandi. C'est génial. Manuel Valls sera candidat au municipal de Barcelone. On en est débarrassé. Et j'avais rien demandé au public. Vraiment, on est débarrassé de Manuel Valls, ça leur fait plaisir. Non, Manuel Valls, c'est un beau symbole de courage. Le mec a perdu tout ce qu'il y avait moyen de perdre en France et il se dit, tiens, si j'allais me faire humilier en Espagne. Et c'est pour Lionel Messi que ça va faire de la concurrence à Barcelone, parce qu'il est un peu pareil, Valls. C'est-à-dire que tu penses qu'il va partir à gauche, pouf, il file à droite. Et dans la série La fuite des cerveaux, nous avons aussi cette semaine Laurent Wauquiez qui est allé en Allemagne et il a encensé Angela Merkel. Notez bien qu'il lui reprochait à la chancelière d'accueillir n'importe qui en Allemagne. Il est maintenant bien placé pour voir que ça se confirme. Le plus amusant, c'est que lors de son fameux cours enregistré, qui n'aurait jamais dû être enregistré, il avait dit à propos de Merkel cette phrase-là: pour lui trouver du charisme, il fallait se lever de bonne heure. Eh ben, faut croire que depuis lors, il a mis son réveil plus tôt, mon Lolo. Les Français à l'étranger, encore avec le président Emmanuel Macron, étaient à l'ONU, où il s'est excusé après son discours auprès du pupitre, car il lui avait trop tapé dessus. Ouais, et ben, il y a eu très vite une réaction surprenante sur Twitter. Alexandre Benalla, ah bon, on ne peut pas taper sur les pupitres non plus, a-t-il dit. Et allez, en petite pêche. Affaire Benalla toujours, il y a une avocate parisienne qui a déposé la marque Benalla, le nom, pour vendre des armes et des feux d'artifice. Alors sans doute également des déguisements de policiers chez Machine. Mais on va s'arrêter où? Parce qu'elle peut déposer d'autres marques. Aurore Berger pour vendre des vestes réversibles, Christophe Castaner pour vendre des brosses à reluire, ou François de Rugy pour vendre des paillassons, on ne sait pas. Et clou du spectacle, la marque Gérard Collomb pour des couches confiance, excusez-moi. Oh. Oui, bah si, moi j'irai. Sans transition, Jean-Marie Le Pen hospitalisé en raison d'une fièvre persistante cette semaine. Non, il va mieux. Là, enfin, non, rassurez-vous. Il a fait un petit peu de température, mais il était plutôt content parce qu'il était entre 39 et 45. Oh donc, là. D'ailleurs, il s'est senti beaucoup mieux quand il a appris ceci, évidemment, c'est que Médecins Sans Frontières a annoncé que l'Aquarius ne se dirigeait plus vers Marseille. Et je vais vous dire, c'est pas mal pour les migrants non plus. Quand on fuit la guerre, c'est pas pour risquer de se prendre une rafale de Kalachnikov à Marseille. et revenons à la politique avec aux Européennes. Nicolas Dupont-Aignan, il part seul pour supplanter les Républicains et le Rassemblement National. Et je vais vous dire, à mon avis, ça s'est passé comme ça. Il a dit « Hey, qui même me suive ?» Et puis voilà.
Allez, on revient au centre. Hop, je mets un petit coup. Peut-être les deux, tiens. Ouais, c'est bien. c'est mieux. Là, il y a un peu C'est de mieux, vide. ça. Ça rappelle un peu les gréements de fortune. Rentrée politique de François Bayrou. Lol. Entre nous, la rentrée politique de François Bayrou, on n'y croit pas beaucoup. Hein. Ça sonne un peu comme le retour en Formule 1 pour Michael Schumacher. On n'y croit pas beaucoup. Économie. Le budget 2019 du gouvernement prévoit 800 suppressions de postes au sein de Pôle emploi. Mais c'est couillon. C'est un oxymore. Oui, mais l'avantage, c'est que les mecs devront même pas traverser la rue pour aller trouver du travail. Ils sont déjà au bon endroit. Société. Elle est bien, cette petite. PMA pour tous, le feu vert du comité d'éthique. Et pour la PMA, c'est normal que le feu soit au vert. Ah ouais. Bah ouais. Jeu de mots. Anatomique. Il y en a un par semaine, hein, on n'est pas déçus. Outre la PMA, le comité d'éthique s'est également prononcé pour l'autocongélation des ovocytes. Voilà, donc d'un point de vue sociétal, on peut considérer que Véronique Courgeot était avant-gardiste. Et ensuite, Marlène Schiappa. Marlène Schiappa annonce la première condamnation pour outrage sexiste. L'homme a dû payer 300 € d'amende parce qu'il avait traité une femme de sale P. Je serais Laurent Baffy, j'appellerais déjà ma banque pour connaître les modalités de crédit. J'ai cassé mon PEL. Politique internationale. En Belgique, aux élections communales, il y a un candidat qui a été rejeté par Facebook. Il ne peut pas faire campagne sur Facebook à cause de son nom. Je vous le donne en mille, cet homme s'appelle Luc Anus. Alors, oui et non. Alors, on n'est pas là pour se moquer du patronyme des gens, mais je tiens quand même à saluer le panache de ses parents qui, connaissant très bien les soucis que sont portés le nom Anus, ont quand même choisi de le prénommer Luc, qui est l'anagramme du mot cul. People. Fashion Week, Carla Bruni Sarkozy défile pour Dolce Gabbana. C'est génial qu'elle défile encore, je trouve ça plutôt bien. Et c'est vrai que quand on regarde son visage, le terme haute couture prend vraiment tout son sens. Par rapport aux opérations. Voilà. Mode toujours, Kim Kardashian a assisté au premier défilé de sa fille qui a 5 ans, mannequin à 5 ans. Non, c'est trop jeune, c'est pas possible. À 5 ans, elle a encore les doigts trop petits pour se faire vomir, elle ne peut pas être mannequin. Et passons à l'un des plus grands écrivains de son temps, Michel Houellebecq s'est marié. Celui qui a écrit Soumission va enfin vraiment savoir ce que c'est. Et malheureusement, pour de nombreux parents, ce mariage sonne la fin de la menace, parce que moi, ma mère, elle me disait « brosse-toi bien les dents, sinon tu finiras seul comme Michel Houellebecq ». Et alors, il s'est marié. People encore. Cassandra Forêt, la sœur de Jade Forêt, vient d'avoir un bébé avec le fils d'Arnaud Lagardère. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la famille. Donc, la mannequin belge Jade est mariée à Arnaud Lagardère. Bon, c'est peut-être pas très clair comme ça. Je vous ai amené l'arbre généalogique, ça va vous simplifier la vie. Voilà, en fait, les parents Forêt ont eu 2 filles, Jade et Cassandra. Et Jade, elle est avec Arnaud Lagardère, qui, avec une première femme, a eu un fils Lagardère. Et puis, si vous voulez, ils ont fait un enfant. Voilà. Et ça, c'est tellement clair. Voilà, et Jade Forêt est à la fois la grand-mère et la tante du bébé de sa sœur, dont le mari est son beau-fils, mais aussi son beau-frère, vu que son père est aussi l'oncle par alliance de son propre petit-fils. Et je pense que du coup, c'est beaucoup plus clair. Et maintenant, Thierry, la culture. Si c'est pas beau. L'artiste de la semaine, Dan Vo. Il est danois, d'origine vietnamienne et vit à Berlin. Autant vous dire, c'est une des rares personnes à aimer la choucroute au hareng saucée gredou. Et il expose à Bordeaux jusqu'au 28 octobre dans la nef du CAPC. Alors, il est connu pour mélanger les genres, la photo, le marbre, le tissu, les documents. On va voir ici une première œuvre de Dan Vo, voilà, où il pose à côté du plug anal de Marianne James. Et... Ouais, là, c'est aussi l'image qui est violente. Et à Bordeaux, l'artiste fera une installation spéciale pour le lieu, comme il l'avait déjà fait, par exemple, dans cette église. Voilà où on le voit, Jésus un peu démuni, comme ça, sur un échafaudage. Et c'est vrai que quand on lui a expliqué que sa mère était vierge, eh ben, il l'a dit, les bras m'en tombent. La même œuvre d'un autre point de vue. On va voir, parce que c'est vrai, il a mis plein de choses. Donc si un jour vous jouez à pierre, feuille, ciseaux avec Dan Vo, vous avez déjà une petite idée de ce qu'il pourrait choisir. Alors c'est parfois massif, mais c'est parfois sobre. On va voir une autre œuvre ici, où on le voit à côté de Kate Moss. Et
Et une autre, ouais, très jolie, deux doigts uniquement. David Guetta en train de composer son nouveau tube. Et après, un seul doigt en bronze, œuvre qu'il aurait créée au lendemain d'un douloureux examen de la prostate. Et parfois, il s'inspire de la déconstruction. Vous allez voir ça, c'était voilà, le lustre avant, le lustre après. On dirait le Carlton de Lille après une soirée avec DSK. Même le lustre est démonté. Et ici, voilà, honnêtement, je ne suis pas capable de vous dire s'il s'agit d'une œuvre ou de la cave de Francis Holm. Et puis petite dernière, effectivement, œuvre qu'on intitulerait Nordal Lelandais fait du babysitting. Oui, bah, il en faut pour tous les goûts. Allez-y, c'est au CAPC de Bordeaux, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo! Voilà, c'était Alex Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine, sur scène, à Paris et dans toute la France. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche, c'est shopping. Alors un artiste, c'est aussi un code barre. Alors Noémie Lenoir, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour Ala 2, donc un film de Lionel Steketty en salle le 3 octobre avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Éric Judor, Ramzy Bedia. C'est un peu le Ocean Eleven des comiques français, non? Exactement, ils sont tous là et il y a aussi des guests. On va en parler. Alors le pitch, c'est Kev Adams a le rôle principal. Vous jouez une bombe et le film fait des millions d'entrées. C'est ça le pitch? C'est exactement ça. Ouais. Le vrai pitch, c'est Aladdin qui va récupérer sa fiancée. Jamel Debbouze veut la marier de force. Et donc, du coup, il traverse. Moi, je suis une hôtesse de l'air. Et je raconte l'histoire. Et à un moment, je suis Ramzy, qui est le... Vous voulez pas que je le fasse, plutôt? Oui. Quoi? Lui, il a l'habitude de fumer, il va d'ailleurs. Alors, c'est Aladdin, Kev Adams, qui s'ennuie au palais, parce que tout est réglé. Il y a un terrible dictateur qui est joué par Jamel Debbouze, qui veut prendre Bagdad et épouser la princesse. Heureusement, il a son génie, Éric Judor, mais Jamel a aussi son génie, Ramzy Bedia, et Ramzy Bedia se transforme en femme, et c'est vous, en fait. Oui, pour rendre jalouse C'est vous, voilà, pour rendre jalouse la princesse. Qu'est-ce que vous pitchez bien, chef? Il était bien, le mien aussi, faux cul. Mais c'est marrant, c'est bourré de clins d'œil, d'anachronismes. Il y a une photo de Michel Blanc qu'on achète au marché noir. Ouais. Vous êtes présent dans le deuxième. Oui, ils m'ont demandé, mais j'ai dit oui avec plaisir. Bien sûr. Il y a Depardieu en Christophe Colomb. Et il y a Frédéric Lopez dans le rôle de Frédéric Lopez. Exactement. Hein, voilà. Alors on regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Nous avons de la visite. Moi, Shahzaman, je suis venu au 1, prendre Bagdad, en 2, épouser ta femme. Répète ça, Rastaman. Ouais, c'est quoi cette épée de merde là? Ramène-moi l'épée qui fait peur. Bon ben, c'est reparti. Tu nous téléportes à Bagdad. On va libérer la princesse. Let's go, baby. Ok. C'est un petit cafouillage au démarrage. Moi aussi, je vois un lampe magique. Bienvenue au marché noir. Il n'y a que des mecs ici. Il suffit que vous rendiez jalouse la princesse. Pour cela, il faudrait qu'elle vous voie avec une autre femme. Alors, vous me trouvez comment? C'est qui celle-là? Une amie qui vient d'Yvelines pour me rendre visite. T'es un génie génial. Vous êtes un maître. 90. Ouais, c'est vachement bien. Ça va cartonner, hein? Oui, ça va cartonner. Alors, vous êtes métisse. Vous êtes même une publicité vivante pour le métissage. Merci. Votre père était métropolitain, votre mère réunionnaise. Et vous avez appris il y a 5 ans que votre mère était ce qu'on appelle une enfant de la Creuse. Alors, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'à une époque, le gouvernement français a décidé pratiquement de kidnapper des enfants à La Réunion, les amener en France en leur faisant croire qu'ils allaient être éduqués. En fait, souvent, ils étaient garçons de ferme. C'était pour repeupler la Creuse. C'est Debré qui a fait ça. Oui, c'est exactement, Michel, exactement. En fait, j'ai découvert ça. Un jour, je regardais un reportage et j'ai eu l'impression de voir ma mère. Ouais. Et je lui en ai parlé. Et je lui ai dit, c'est bizarre, j'ai vu un reportage, c'était des enfants de La Réunion, j'ai l'impression de t'avoir vu. Et vous vous rendez compte que je ne connaissais pas ma mère, en fait. Je ne connaissais pas son histoire. Et ça remonte qu'à 5 ans.
Ouais. Et donc, elle nous avait caché tout ça. Et donc, je lui pose toutes ces questions et elle me dit, effectivement, j'étais une enfant de la Creuse. J'ai eu de la chance parce que j'ai été prise par une famille d'Allemands. Ouais. Qui ont été très gentils, qui se sont bien occupés d'elle. Certains se faisaient carrément violer, qui allaient dans des fermes et tout. Mais elle a eu de la chance de tomber sur une super famille allemande, d'ailleurs, que j'embrasse. Alors, ce qu'il faut dire, ça a duré de 1963 à 1982, donc c'est quand même relativement récent, cette histoire. Alors, vous grandissez dans l'Essonne, et alors il y a la légende, évidemment, je ne sais pas si tu connais la légende de Noémie Lenoir, mais c'est absolument extraordinaire. Donc, elle vit dans l'Essonne, dans une cité, et un jour, elle va acheter des timbres à la poste de Gif-sur-Yvette. Et là, le destin est absolument extraordinaire. Elle tombe sur une dame qui lui dit, vous savez, moi j'étais mannequin à l'agence Ford, et franchement, vous devriez essayer d'être mannequin. Donc vous contactez l'agence Ford. Mais elle achète les timbres ou pas, du coup? Ah, c'est important pour... C'est complètement dingue. J'y croyais pas du tout, en fait. C'est J'arrive dément. chez moi, je Quelle vais voir chance. ma mère et je lui dis, il y a cette femme qui m'a interpellée, qui m'a demandé si je voulais être mannequin. Ma mère était toute excitée. Elle a dit, bon, d'accord, on va y aller. On a appelé Ford. Et qui était ma première agence, du coup, et j'ai commencé comme ça et je suis partie directement aux Vous avez fait une États-Unis. carrière incroyable, donc parce que 15 ans plus tard, je vais tout de suite à la fin, mais vous devenez Égérie L'Oréal, l'une des rares Françaises à faire partie des anges de Victoria's Secret. Voilà, c'est quand même incroyable coup de chance, incroyable coup du destin. Alors qu'elle est quand même super mal foutue. Hein. Et 10 ans plus tard, vous faites une tentative de suicide. Qu'est-ce qui s'est passé, Noémie? Parce qu'on ne s'est pas vu depuis, en fait. J'ai pas trop envie d'en parler, en fait, parce que... voilà. Si vous voulez pas en parler, on n'en parle pas. Non. Alors aujourd'hui, ça va? Aujourd'hui, je vais très bien. Ouais. Ouais, grâce à beaucoup de choses. Grâce à ma famille, grâce grâce à ma fille. Non, mais grâce à la vie, j'ai repris goût à la vie et Ça va? ouais, Vous êtes ça en va. forme? Ouais, ça va très bien, oui. Vous vous souvenez de Tout le monde en parle en 2001? C'était en 2001 Ah, d'accord. Il y avait déjà Bafi. Et il y avait aussi Méline, Magnéto Serge. Est-ce que par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuelle? Oui. Eh ben... T'as entendu? Méline, mais enfin! Méline! Méline, viens un peu ici. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Méline, tu serais prête par amour à devenir son esclave sexuelle? Oui. Bonne cochonne. Méline! C'est fou, ils ont pas pris une ride, les deux. Hein. C'est incroyable. Alors que nous, on a morflé. Voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. Bonsoir les Terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous permet de savoir quel jour on est en compagnie de Michel Blanc, de Noémie Lenoir, de William Lebguil et de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure de l'Hardy Quiz. En hommage à Michel Blanc et Noémie Lenoir, on va faire un Hardy Quiz. Ils sont morts. Couleur. Le winner aura droit à un éloge de la part de Thierry Ardisson. Le loser aura droit à un éloge, mais par Laurent Baffy. Aïe, 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 aïe. Eh oui. Alors, testez vos buzzers d'abord. On m'appelle Soufflé. Très bien. Pas mal. À toi. Et puis Poulette. Je suis le mec plus ultra. À toi. Noémie, il faut que tu appuies. Santana. Quand vous pensez avoir la réponse, évidemment, vous appuyez sur votre buzzer avec toi. et vous répondez. Je peux me mettre avec ma fille? Oui. Et des capotes, Dans- amenez-moi des capotes. Premier âge. Petite taille. Petit. Ah, Paris est un village, hein. Vous êtes prêts? Comment s'appelle le peintre qui ne peint qu'en noir? Apaise, réconforte, console ou soulage?
Soulage. J'ai appuyé en même temps que lui. Il faut, Ça commence pas. Ça commence. C'est des... Là, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi Néron adorait-il la couleur verte? Parce que sa mère portait une bague en émeraude, parce qu'il aimait courir nu dans l'herbe, parce qu'il était né un soir de lune verte, ou parce qu'il adorait manger des poireaux. Parce qu'il était né un soir de lune verte. Non. Parce que sa mère portait une bague émeraude. Non. Je sais pas. Ah là là, ça Bah, dis. Il adorait courir nu dans l'herbe verte. Non. On vient de dire non. Bon, on a tout fait. Bah non, vas-y, Michel, il en reste une. C'est une victoire. Il adore Michel, prends-le le point. Prends-le quand le même. point, oh. Michel, tu t'en fous. Poireau, bravo. Michel Blanc. C'était pas facile, Michel. Non, mais moi, je n'ai pas. Tu sais Je ne qu'il est- triche pas. Voilà. Il était dingue du verre, Néron était dingue du verre. Dans les jeux du cirque, il soutenait toujours les curies vertes au détriment des bleus. Et il avait une collection d'émeraudes. Et Néron adorait Je le comprends pas, vert. parce que Michou adorait les poireaux et il est en bleu. Bah oui. Il n'y a pas de logique dans cette histoire. Pourquoi les blouses des chirurgiens sont-elles vertes? Parce qu'Ambroise Paré a lancé la mode en 1550, parce que c'est la couleur qui fait le mieux ressortir le sang, parce que le vert est la couleur de l'espoir, ou parce que blanc, c'était trop salissant. Je frappe comme un dingue et ma musique ne sort pas. Parce qu'Ambroise Paré a lancé la mode. Non. T'as pas vu, j'ai frappé 3 fois. Parce que c'est la couleur qui fait le plus ressortir le sang. Eh bravo, Michel Blanc. Michel Blanc marque un point, là. Elle est dit, il faut te réveiller, là. Ben ouais. Alors, là, c'est facile. Attention. De quelle couleur sont les boîtes noires des avions? Orange. Ouais, orange. Non, mais ça marche pas, mon truc. Je persiste à dire que ça marche pas. Mais quand quelqu'un a appuyé, non. Fini, faites le premier à appuyer. J'ai été le premier. Non, je suis de très mauvaise foi dans les jeux. Parmi les tableaux suivants, lequel n'a pas été réalisé par un enfant de moins de 5 ans? Celui en haut à gauche, je pense. Bravo. C'est un tableau de colloque. Bravo, Michel Blanc. Et en fait, les autres ont été faits par des gens de l'âge de 2, 3, 4, 5 ans, effectivement. Donc, on en est où, là? Blanc prend la tête. Malgré le trucage des... Enfin, bon, bref. Bon. Quelle maladie n'existe pas? La fièvre bleue, l'acné rose, la mycose violacée ou le syndrome du schtroumpf argenté? La mycose violacée. Bah, comment tu sais ça? Je l'ai eu 3 fois. C'est vrai. Le syndrome du schtroumpf argenté... Ça, c'est hallucinant. Mais ça Qu'est-ce que existe, c'est hein, c'est une maladie qui s'appelle l'argyrisme et qui est provoquée par l'absorption d'argent colloïdal. Ça m'arrive souvent et j'ai jamais ressenti de symptômes. Très étrange. Attention. Là, c'est vraiment une question de rapidité. Donc, Lebguil est exclu. Citez-moi un personnage de fiction avec un nom de couleur. Black Panther. Oui, Black Panther. Est-ce que c'est un père? Il y avait le petit chaperon rouge. Il y a aussi Barbe Bleue, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige. Voilà. On est à égalité, donc, le Super Banco. Vous êtes prêts? Quelle est la couleur la plus populaire dans le monde? Le bleu, le rouge, le vert, le noir, parce que noir, c'est noir. Le bleu. Bah non, ça arrête pas de taper depuis le début. Bah oui. C'est le bleu. Le bleu. Mais comment vous savez ça? Bah parce que je le sais. Bah oui. Ah, la réponse, c'est Michel Blanc, là. Pardon? Non, non. Pas entendu. Alors, les spectateurs seront témoins. Et pourquoi? Michel Blanc a droit à l'éloge et l'anti-éloge sera pour William. Ah, Michel,
Quoi de plus naturel que de faire l'éloge de l'acteur le plus culte du cinéma français. Culte parce que vous êtes la coqueluche des Français. Et je dis pas ça parce que vous êtes hypocondriaque, Michel. Il n'y a pas un Français qui ne pense pas à vous lorsqu'il prend le télésiège pendant ses vacances au ski. Ou lorsqu'il effleure du pied une touffe d'algues sur la plage en été. Pas un Français qui n'ait une pensée émue pour vous lorsqu'il se prend un râteau, alors qu'il pensait lui aussi que sur un malentendu, ça pouvait marcher. Culte, Michel, parce que vous avez su sublimer le rôle du loser magnifique au physique pas facile pour en faire un héros que des générations et des générations de Français n'oublieront jamais, Michel. Michel, vous savez que les Français vous aiment tellement qu'ils pourraient tout vous pardonner, même les bronzés 3. Et ça, c'est une preuve d'amour. Vas-y, maintenant, fais l'anti-éloge de William Lebguil. William, c'est une carrière naissante qui démarre grâce à une présence inouïe. Un sens de la promotion à toute épreuve, une répartie désarçonnante. Et il prouve à lui seul qu'on peut allier acting et drogue douce. William ne fera rien de sa vie, il le sait. Mais tant qu'on ne parle pas de son micro-pénis, il est heureux. Allez voir William. On continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. Alors, Michel Blanc Pardon, et William... j'ai pas dit que William était un sale con, j'ai oublié. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces anti-éloges? Alors, Michel Blanc et William Lebguil, vous êtes ici ce soir pour nous parler du film Voyez comme on danse. Donc, il a violé des poneys. Et nous dire pourquoi il faut absolument aller voir ce film plutôt qu'à la 2, donc le film de Noémie Lenoir. Alors, Voyez comme on danse, donc c'est la fausse suite en fait de Embrasser qui vous voudrait, le dernier film que vous aviez réalisé en 2002, il y a déjà 16 ans. Vous êtes sûr d'avoir envie de réaliser des films? Ouais, la preuve. Bah oui, mais pourquoi 16 ans? Parce que j'ai été un peu occupé. Ah, oui, voilà. Vous écrivez des dialogues, vous jouez, un ou deux rhumes un peu Ouais. verts. J'ai écrit du scénario, et puis j'ai tourné des rôles, et puis je ne trouvais pas de sujet qui m'emballait. Ouais, voilà. Le troisième, ce sera, j'ai calculé, en 2034. Je suis pas sûr d'être là pour vous accueillir. Moi non plus. Voilà, bon. Ben, ils feront sans nous. Voilà. Et on verra ce que ça donne. Alors, vous êtes dit, si je fais pas un film maintenant, j'en ferai plus, quoi. Non, c'est parce que la très bonne idée de récupérer un petit peu de la saveur des personnages d'Embrasser qui vous voudrez m'a été suggérée par le producteur d'Embrasser, Yves Marmion. Et puis, d'un seul coup, ça a fait son chemin. Je me suis dit, mais si là, je prenais juste les caractères de quelques personnages et que j'essaie de leur faire vivre autre chose avec d'autres individus, notamment celui-là. Le très loquace. Même quand on parle de lui, ses yeux ne s'éclairent pas. Ce mec est vide. Non, mais il faut dire qu'il a un rire con en plus. Non, mais vous auriez pu l'appeler le film Embrasser qui voudrait fondre du ski. Ça aurait été une bonne ou chose. Le Retour. Ou Le Retour, effectivement. Alors, donc c'est une fausse suite. Vous dites que vous n'avez pas revu Embrasser qui vous voudrait. Vous n'avez même pas relu le scénario. Et vous dites que c'est pas un film pour les gens qui ont vu le premier il y a 15 ans, en fait. Non. J'ai pas la prétention de penser que mon œuvre est absolument inévitable. Donc, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu Embrasser. Et il faut que ces gens-là s'amusent quand même et que même ils s'amusent autant. Ah ben, on s'amuse quand même. On retrouve effectivement des personnages du précédent et des nouveaux. Alors, le casting, il y a Karine Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Jean-Paul Rouve, William Lebguil et Sarah Martins.
Une réaction, William? Alors, le pitch, il n'y en a pas. C'est dur, hein, ouais. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on suit comme ça, sur un rythme assez virevoltant, des personnages assez hétéroclites, assez fouillés, assez marrants, les parents paumés, les enfants rebelles, les amants contrariés, voilà. Mais bon, il n'y a pas de pitch. Ça s'appelle « Voyez comme on danse », parce qu'en fait, ça court dans tous les sens. Oui, c'est ça, c'est un peu comme tourbillon, quoi. Ouais, comme on danse sur les braises pour pas se brûler les pieds, Voilà, parce que c'est si ça. on s'arrête de danser... Les gens, voilà, c'est exactement. horrible. Les gens, ils sautent dans tous les sens. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Véro est dans une sale passe. Oui, mais depuis sa naissance. Heureusement que c'était pas de la brune. Excusez-moi. Tu prends tes affaires et tu te Quoi? Mais pourquoi? Allez, tu vas coûter plus cher en bière qu'en charge sociale. Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras. Ça a évolué tes soucis? Ah oui, en drame. Qu'est-ce qui se passe? On va où? Dans le mur. Oh ma puce, t'as pris des joues, mais ça te va bien? Maman, je suis enceinte. Je vais aller pleurer un peu aux toilettes, c'est en bas? Ah. Putain. Ah merde. Ça, c'est un bon résumé de la situation. Ça va, toi? Je vais te peur. On sera jamais une famille normale. Bon, bah alors là, c'est carton plein. Bertrand est en garde à vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune idée. Tu risques gros? Bah, s'il trouve tout, ça peut être contrariant. Et tu penses toujours que t'es le KGB à tes trousses? Ça me fait pas rire. Je suis sûr qu'on me suit. Julien, qu'est-ce qui se passe? Je sens que tu me caches quelque chose. Mais je te cache rien du tout. Qu'est-ce que vous faites? Rien, je nettoie. Excusez-moi, c'est parce que c'est le bruit sur la poignée, ça peut prêter à confusion. Mais vous devriez fermer votre peignoir parce que ça aussi, ça peut prêter à confusion. Oh, mais c'est pas vrai! Ils vont pas remettre ça! Ça va peut-être porter plainte. Non, c'est pas la peine, c'est mon ex-mari, c'est moi qui l'ai gazé. Non mais, non, vise les yeux. C'est Serena. Si je comprends bien, ta maîtresse t'a viré. C'est moi qui ai quitté. Je voulais le faire depuis longtemps, mais elle menaçait de tout raconter. Elle me tenait par les couilles. Mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de prises. Voilà, vous voyez comment on danse, donc on sort le 10 octobre. Vous, c'est le 3 octobre. Donc en fait, les gens peuvent aller voir votre film le 3 et le film de Michel. Il est quand même bon dans les dialogues. Hein. Ah ouais, non, mais c'est excellent le Ouais. film. Ah non, mais le film est Il très a pas bien. perdu la main. Hein. Ah, c'est gentil de me le dire. Mais je vous le dis. Ça me rassure, mais... Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors... Et Michel, c'est la première fois que tu es tourné avec un légume. Alors comment ça s'est passé alors? On l'a arrosé beaucoup. Oui. Alors, vous vous êtes connus d'ailleurs tous les deux sur le tournage des Souvenirs de Jean-Paul Rouve. C'est son côté niais, maladroit qui vous a Ah non, séduit? il n'est ni niais ni maladroit, il a un univers parallèle à lui. Ah oui, ça c'est bien. Ah Qui est différent d'une autre. Mais fort. Ouais. C'est ça qui est fort Ouais. et qui me plaît beaucoup. Il a des silences très éloquents. Alors évidemment, ça passe pas bien en télé. Hein. On t'écoute. Mais non, mais c'était non, mais c'est formidable. C'est une expérience formidable. Le cinéma, c'est une grande famille. Non, J'ai c'est adoré. ça. Non, Vas-y, non, mais vas-y. au-delà de ça, effectivement, on s'était rencontrés sur les souvenirs. Ça, on le sait, on s'en branle. Essaye d'avancer dans le... Oh, Laurent, arrête. Arrête, Laurent. Non, mais c'est franchement, c'était trop cool. J'ai trop kiffé. C'était trop bien. Merci, Michel. Silas. On applaudit les attardés maintenant. Silas César, c'est quand même qu'il apprenne un peu, non? Ah bah non, plus on est court, mieux c'est. Ah ouais, c'est vrai. Les Oui. gens- Moins content, ça fera la blague. Hein. Les gens ont tendance à se répondre, à remercier Oui, tout c'est le monde vrai. jusqu'au chien. Donc, Bah, il y a quelqu'un qui s'est bien répandu au César. Quand tu l'as eu, c'est Mathilde Seigné, là. Oh, ne lui remettez pas ça sur la tête. Moi, j'ai une grande tendresse pour elle. Moi aussi, c'est moi qui produisais le film, en plus. Tu vois. Non, mais moi, en fait, ça me faisait marrer, mais je me disais, il faut que je la fasse sortir de scène, parce qu'elle voulait à la fois s'excuser, s'expliquer, et elle s'enferrait, et je disais, mais elle va pas s'en sortir, donc je disais, viens Mathilde, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et, mais moi, je comprends très très bien. Elle avait trouvé formidable son partenaire. Alors, Joey Starr, faut dire Joey les Starr, choses. C'est en un film qui s'appelait l'occurrence. Max, avec Donc, Joey Starr et Mathilde voilà, Seigné. voilà, je Et trouve- Mathilde comprenait pas que Bah, Joey Starr n'est pas le César. Elle Voilà, a bon. été déçue. Elle Je était comprends déçue, très ce qui bien, se mais comprend. c'est mignon. Magnéto, Serge. Meilleur acteur dans un second rôle, Michel Blanc dans l'exercice de l'État. Il s'agit du premier César de cette carrière. Après 7 nominations, dont 4 en meilleur acteur pour tenue de soirée, Monsieur Hir, je vous trouve très beau, et les témoins. Je voudrais juste dire un tout petit mot. Je voudrais qu'il monte, Didier. Ouais. Parce que j'adore, je suis ravie que tu l'aies, Michel, mais je voulais que ce soit... Enfin, voilà, pardon. Oh mon Dieu. Mais
Voilà, Didier, t'es où, mon Didou? Sinon, je propose un truc. Viens. On peut avoir la garde alternée. Voilà, Hein? une semaine sur 2 et la Voilà. moitié des vacances scolaires. Il est gentil parce qu'il vient à son secours alors que la situation est gênante. Ouais. Il a un bon fond. Oui, il a très bon fond, Michel, bien sûr, on le sait. Bon, alors, il y a autre chose qui vous rapproche tous les deux, à part les souvenirs, effectivement, c'est la prise de conscience de votre nature d'artiste. Alors, Michel, vous étiez en 3e, vous étiez extrêmement timide, et un jour, vous jouez Les Précieuses Ridicules, et là, vous faites rire. Et vous vous sentez bien, et vous vous dites, il y a que là que t'es bien dans la vie. Oui, c'est vrai, oui. Oui. On jouait un petit extrait des pièces qu'on étudiait en français. Et donc, il y avait une petite estrade devant le tableau noir. Et donc, ce qui est très bizarre, c'est que le prof a dit qui est-ce qui veut jouer. Et alors, moi, j'étais horriblement timide et introverti. Et ma main s'est pratiquement levée malgré moi, quoi. Oui. Et je commençais à donner la réplique. Mes potes se sont marrés. Et d'un seul coup, c'est comme si j'avais découvert, alors tiens, on parlait d'univers parallèle parce que celui-là vit dedans, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait un autre monde J'ai découvert et un que j'étais truc bien ce dedans. jour-là. Voilà. Et alors, William, lui, vous avez 12 ans. Vous faisiez du théâtre le samedi après-midi. Vous étiez assez complexé parce qu'à l'époque, vous étiez en surpoids. Ouais, tout à fait, j'étais un peu grassouillet et puis je suis monté sur scène et en fait je devais être en couche-culotte. Un bébé, du coup, Tu me le feras. Je disais à ma mère, je sais pas si je vais le faire et tout, j'ai pas trop envie de me montrer comme ça en couche-culotte devant tout le monde et tout ça. Et en fait, je l'ai fait finalement, je me suis en fait... Vous deviez avoir un t-shirt et quand vous êtes arrivé sur scène, vous avez enlevé le t-shirt. Qui était courageux, parce que vous avez quand même un peu des bourrelets, je crois. Bah oui, je crois qu'on peut le dire. mais je pense que c'était assez mignon. Quand Ouais, même. des petits bourrelets. Oui, voilà, c'était Des joli, petits c'était bourrelets, gracieux. voilà. Et alors, vous montez sur scène torse nu, le public rit, vous vous amusez, vous dites, ça m'a libéré, voilà. Donc, c'est marrant, ce moment, c'est exactement pareil. Le moment où on se rend compte que finalement, en se montrant tel qu'on est, finalement... Bon, Là, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il pouvait se chier dessus sans que les gens le voient. Il avait des bousculades. Voilà, un acteur qui monte, un acteur qui ne descend pas, William Lebguil et Michel Blanc, bravo. Ben merci. Et maintenant, c'est le blind test. C'est quoi, le thème? J'avais trouvé qu'une chanson. Le thème, on va voir. Le blind test. Le thème du blind test de ce soir, en hommage à Michel Blanc, qui fait la une, vous avez vu, vous faites la une de Chauve Magazine. Ça existe, ça? Bien sûr. Non, c'est un montage. Mais pas du tout. Vous saviez pas. Mais je savais pas. Mais je pensais que vous étiez au courant. Non, mais c'est pas possible. Mais si. C'est trop bien. Rassure-toi, t'as 4 pages dans Micropénis. Maintenant, les stars sont chauves. Et donc, le blind test, évidemment, c'est chanteur chauve. Le gagnant devra célébrer sa victoire en faisant comme au football, quand il marque un but, quoi. Ça? Voilà, branchez la guitare. Branchez la guitare, entonez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Musique. Ouais. Non. William Scheller, non? Vas-y. T'as pas besoin de dire. Ah, pardon. Pascal Obispo. Oui, William Lebguil. C'est fini, ça. Tu le savais? Refaites Non, mais Elle appuyait sur le buzzer. Comme t'as cru qu'il fallait appuyer sur le buzzer, c'est Bah là. oui. Bah oui, mais désolé. Je suis mannequin à la base. Donc Pascal Obispo, donc effectivement, William Lebguil, qui vient de se réveiller. Enfin. Mais il est l'heure. Hein. Il est là, bah oui, bah, William. Le biberon va plus tarder. Mon petit William. Musique. Moby. Qui a dit Moby? Oh putain! Bien sûr. Mais tu vois, tout va bien. Mais ouais, Attention, après, il faut que tu t'affiches, hein, donc laisse-moi gagner. Attention, musique. On paye de l'argent parti comme Avec un fan club, là. T'as une grosse fan base. Booba qu'on peut retrouver en concert à la parfumerie d'Orly le 27, le 28 et le 29. Booba.
Attention, on se concentre. Musique. Oh, je connais. Il est anglais. Comment il s'appelle? En anglais. Jimmy Somerville, non, c'est après. Non. Phil Collins. Putain! Oh, William Longville. Il va y avoir Jimmy Somerville là. C'est bien, William. Maintenant, oui, mais pas sur l'intro. Ledguil a marqué 3 points déjà. Non, mais c'est pour ça. Il y aura un contrôle. Il y aura un contrôle antidopage. Hein. Tant qu'il est en sommeil, on ne se méfie pas, mais... Attention, ça c'est extrêmement compliqué. Bon, je m'en vais. Oui, je pense que c'est mieux musique. C'est une pub. Coupe du monde de football. Ah, blanc. Non. Barthez, je te jure. Vas-y. Au Brésil. Barthez. Coupe du monde au Brésil. Oui, dis-le. Alors, je vous donne un indice. Un indice. Il a un nom de race de chien. Non, tu vois. On sait pas t'es quel, évidemment. Non, vas-y, continue. Ça peut pas être caniche. Non. Ça peut être caniche ou caniche. Un bacon. Il a un nom de race de chien. Un chien méchant. Doberman. Doberman, Rottweiler. Pitbull. Pitbull. Michel Blanc. Tu savais pas qui chantait ça? Attention, musique. Zebda. Bien sûr. Ouais, mais ça va, on n'est pas obligé non plus. On n'est pas obligé d'écouter la chanson trop longtemps. C'est assez insupportable, faut bien le dire. Attention, et là, la suite est pire. Musique. Début. C'est comment il s'appelait? Bézu. Bézu. Eh oui, Bézu. Laisse-le en entier. Oh. Non. Là, c'est. Pour une fois que c'est bien, merde. Là, celui-là. Là, celui qui va trouver ça, il aura toute mon admiration. Musique. Dis rien. Les garçons bouchés. C'est François Hadji Lazaro, leader des Garçons Bouchés, et c'est une reprise de No Milk Today des Herman Hermits. Ah oui, écoute bien. Et maintenant, Il a changé de groupe, il est dans les véganes maintenant. ouais, et maintenant, Super Banco. Vous avez une éponge pour que... Attention, on se concentre. William, c'est pas le moment de déconner là. Non, c'est l'avenir du film est entre tes mains. Là, vraiment. Là, je pense que les gens, si vous perdez au blind test, voilà pourquoi ils iraient voir, le film. Quelles que soient les qualités du film, hein, rien à voir. Bon, attention, vous êtes concentrés. 1, 2, 3, musique. Michel Blanc. Michel Blanc. Ouais, Michel Blanc. Ce qui est formidable. Là, il y avait conflit d'intérêt. Il y avait conflit d'intérêt, c'est pour ça que je t'ai dit de pas répondre. Mais il y a un truc extraordinaire, c'est que tu chantes exactement comme Jacques Dutronc. Moins bien que lui. Ah non, c'est bien. Mais pourquoi t'as pas continué? C'est pas mon truc et c'est le truc de Dutronc. Donc il valait mieux que Dutronc continue. Mais voilà la chanson là. Alors qui a gagné? C'est Noémie. Bon, alors Noémie. Attention. Vas-y Noémie. Bravo Noémie, bravo, tu as marqué. Très bien. Alors moi, je voudrais vous signaler la sortie d'Intérieur surréaliste du décorateur Vincent Darré aux éditions Risoli. C'est un livre dans lequel on retrouve ses inspirations, son univers. J'ai failli l'acheter chez Calignani et il me l'a envoyé. Merci Vincent. Voilà, c'était les terriens du samedi.
avec Benjamin Griveaux, Michel Blanc, Noémie Lenoir, William Lebguil, Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 19h, pour les Terriens du dimanche, avec Yacine Bellatar. À demain. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.